Donc, ce sixième Webiscope, on a voulu le consacrer à la notion de commun, qui est une notion qu'on voit émerger de plus en plus voilà, dans le cadre du développement local ou des projets territoriaux, qui nous paraît très intéressant. On l'avait abordé dans le cadre des 40 ans de la DEFPAT, où il y avait une conférence gesticulée qui avait été donnée sur le thème, voilà, par Bernard Brunet. Et voilà, c'était déjà une première étape de sensibilisation à la question. Et on a voulu un peu poursuivre la réflexion aujourd'hui. Donc, pour aborder ces thématiques-là, donc c'est vraiment dommage que les gens n'en profitent pas plus, mais on a la chance d'avoir deux intervenants avec nous, donc Héloïse Calvier de l'ADEME, qui se présentera tout à l'heure, et Clara Beaumont de l'association Mobicop, qui va nous présenter un projet de commun autour de des questions de la mobilité. Voilà. Donc, la présentation, elle va se dérouler un peu en trois temps. Moi, je vais vous faire une petite introduction rapide, en fait, sur la notion des communs, voilà, avec les notions un petit peu de base. Ensuite, Héloïse présentera l'appel à commun qui a été mené par l'ADEME. Et enfin, Clara présentera l'exemple de Mobicop et on prendra un petit temps pour échanger à la fin. Voilà. Donc, je vais vous partager. Ça arrive. Voilà. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le mode présentateur ou vous voyez Non, on je- voit on voit juste le slide. Enfin, on Ok, voit bien. d'accord, ok. Alors, ah oui, mince. Alors, je voulais commencer par une petite vidéo. Donc, je sors de mon mode présentateur, du coup. Mon ordinateur est un peu lent. Je voulais vous commencer par vous partager avec vous une petite vidéo, en fait, que je trouvais assez illustratrice et intéressante sur la notion des communs et qui y avait voilà, l'avantage de bien poser le cadre. Ouais. C'est bon pour vous, la vidéo? Quand elle commencera? Si elle commence. Je peux avoir un autographe, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Désolée pour la publicité, j'ai pas le mode. Une tâche tenace, puis le premier lavage. Même l'autographe de votre joueur préféré. Waouh, c'est ça. Il y a des tâches qui sont précieuses. Pour toutes les autres, il y a Ski, imbattable sur 50 tâches dès le premier lavage. Entre l'enclume et le marteau, il reste toujours un client pour éviter le choc. Bonjour. 266,3 milliards, c'est le nombre de litres d'eau en bouteille consommés dans le monde en 2013. Un chiffre en augmentation de plus de 6% en 5 ans. En 2005, Peter Brabeck-Letmat, alors PDG de Nestlé Waters, leader du secteur avec plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014, rappelait que l'eau est une denrée alimentaire comme les autres et doit avoir une valeur marchande. Ça coule dessus. Nestlé, propriétaire du parc de São Lourenço au Brésil, en a donc pompé intensivement les sources minérales de 1996 à 2006 pour remplir ses bouteilles. Et peu importe si des habitants prétendent que cela a pu faire chuter la qualité minérale des eaux environnantes, tarissant même l'une d'entre elles. Les gènes de nos légumes sont un autre bon filon. L'entreprise hollandaise Rich Swan a réussi à breveter un type de salade résistante au puceron Nasonovia. Mais ce caractère génétique est présent dans 90% des laitues commercialisées. Du coup, pour chaque graine vendue contenant cette particularité naturelle, Rich Swan réclame des royalties. Faisons une petite pause historique. En 535 après Jésus-Christ,
Le code justinien prend la peine de définir 4 types de propriétés pour les choses qui nous entourent. Les res nullius, n'appartenant à personne, les res privatae, appartenant à des individus, les res publicae, appartenant à l'État, et les res communes, appartenant à tous, comme l'eau ou l'air, par exemple. Ces biens étant communs, ils devraient logiquement être gérés par tous et pour tous. Mais non. En 1968, plus de 1400 ans plus tard, l'écologue américain Garrett Hardin conclut que l'espèce humaine est incapable de gérer une ressource commune sans la détruire. C'est la tragédie des communs. 2 éleveurs faisant paître leurs troupeaux sur un même trait finiront forcément par l'épuiser, ruinant leurs troupeaux. Il ne reste donc que 2 solutions pour nous préserver de nous-mêmes, privatiser ou nationaliser. À moins que l'on tente un pas de côté. En 2009, Elinor Ostrom obtient le prix Nobel d'économie pour son travail autour des communs. Les hommes seraient bien capables de gérer des ressources communes sans les détruire. À Oman, le système de gestion collective de l'eau a plus de 16 siècles d'ancienneté. 5 réseaux alimentent 3000 systèmes d'irrigation qui permettent de répartir l'eau équitablement. Une perle en plein désert. Cette notion de commun s'applique non seulement aux ressources, mais aussi et surtout à la façon dont les hommes s'organisent autour. D'après les recherches d'Elinor Ostrom, l'une des clés tient dans les règles d'utilisation de ces ressources. Elles doivent être claires, décidées collectivement, modifiables par celles et ceux qu'elles concernent, et les outils pour résoudre les conflits doivent être facilement accessibles. La santé publique pourrait être considérée comme un de ces communs. Entre 1975 et 2004, seul 1,3% des médicaments mis sur le marché concernaient les maladies tropicales. En 2008, l'Open Source Drug Discovery voit le jour en Inde. Programme de recherche collaboratif, il se concentre sur ces mêmes maladies tropicales, notamment la tuberculose. Ces règles sont simples. Toutes les données sont librement accessibles, aucun brevet n'est déposé, la discussion est encouragée et aucun des laboratoires participants ne peut reprendre le projet à son seul compte. En 6 ans, l'OSDD rassemble 7900 participants venus de 130 pays. En 2014, la molécule PA824 voit le jour. Validée lors de son premier test clinique, elle pourrait donner naissance à un nouveau médicament contre la tuberculose. La notion de commun est aussi théorique que celle du marché qui permettrait de faire tourner les sociétés humaines. Concrètement, qu'il s'agisse d'eau, d'air, de semences, de santé ou même de savoir, ces communs permettent à des individus de s'organiser pour gérer une ressource qu'ils estiment essentielle à tous. Une piste fragile et souvent menacée qui pourrait ouvrir de nouvelles voies. Alors voilà, c'est une vidéo qui va un peu à 100 000 à l'heure où il y a plein de notions d'aborder, mais je trouvais qu'elle était intéressante parce que justement elle balayait un peu tous les points clés. En fait, un petit peu tous les points clés, je vais rester en mode comme ça, de la notion de commun. Donc je vous propose qu'on y revienne dessus en fait un peu plus lentement, voilà, ça va approfondir trop, mais de reprendre des choses qui sont dans cette vidéo et qui posent un petit peu les bases. En fait, la notion de commun, il faut savoir qu'elle repose en fait sur 3 choses qui sont très importantes. C'est toujours une ressource, voilà. Une communauté d'utilisateurs, c'est-à-dire un groupe de gens qui vont user de cette ressource, utiliser cette ressource, et des règles d'usage, c'est-à-dire comment on va utiliser cette ressource, qui sont discutées au sein de la communauté d'utilisateurs et qui sont votées. Enfin, en tout cas, qui sont partagés et validés par l'ensemble des utilisateurs. Et c'est ces 3 éléments, en fait, qui constituent la notion de commun. C'est les 3 conditions à avoir une notion de commun. Voilà. J'ai envie de dire que si vous avez un truc à retenir de l'ordre, c'est ça, je pense. Voilà, parce que c'est vraiment la chose la plus importante. Alors, bien sûr, cette ressource, elle doit être dans l'idée des communs, puisqu'elle appartient à tout le monde. Elle doit être dans il faut vraiment essayer de la préserver, bien sûr, et de la garder pérenne pour les générations futures. Donc, c'est vraiment cette notion de préservation. Il y a des obligations réciproques entre les usagers de la communauté. Voilà, donc tout le monde a des droits et des devoirs par rapport à cette ressource. Et ce qui est peut-être le plus compliqué à mentaliser ou à conceptualiser dans nos esprits, c'est que le commun, c'est ni quelque chose de public, ni quelque chose de privé, que ce soit une personne physique ou morale. Ça appartient à une communauté ou une collectivité. Voilà. Ça sort de ce cadre public-privé qui, juridiquement en France, en fait, est le support de la notion de propriété. Et en fait, avec la notion de commun, la notion de propriété tombe. Voilà, un peu paradoxal. Alors, rapidement, je n'ai pas repris l'histoire
comme ils ont fait dans la vidéo depuis le Moyen-Âge, mais quand même, parce que bon, l'idée voilà, du webinaire, c'est de vous sensibiliser, après que vous puissiez aller chercher, mais il y a quand même des petites étapes, enfin oui, des étapes importantes. Dans les années 80, en fait, il y a un premier penseur, Gareth Aldrin, qui disait que en fait, on ne pouvait pas penser la notion de commun, en fait, parce que l'homme était trop individualiste et la seule, enfin, avide de gain, et que la seule solution de penser, c'était la propriété privée, qui était le socle de l'organisation entre les gens. Et c'est quelque chose donc, qui a été battu en brèche par quelqu'un dont le nom est associé systématiquement à la notion de commun, qui est Elinor Ostrom, qui a été prix Nobel d'économie, je crois, si je ne dis pas d'erreur, hein, mais voilà, qui a posé et qui a comment dire, formalisé, conceptualisé la gouvernance des biens communs. Voilà. En disant que, en reposant les règles que je vous ai évoquées plus tôt, mais qui a la particularité d'avoir un peu figé, enfin, voilà, écrit une méthode universelle de gestion d'un commun, voilà, avec des règles fixes, ou tels communs, mais enfin, tous les communs doivent être administrés de telle et de telle façon. Bon, il y a le contexte du début des années 2000 où le capitalisme continue son essor, voilà, mais en même temps, on commence à voir des discours altermondialistes avec d'autres visions de la société. Donc, il y a ces deux choses qui arrivent en même temps. Et certains autres penseurs commencent à dire, en fait, par rapport aux travaux de Elinor Ostrom, il n'y a peut-être pas qu'un seul modèle universel de gestion d'un commun. Voilà, il y a notamment Naomi Klein qui a écrit des choses autour de, voilà, de comment on pouvait organiser un commun au-delà des règles prises par Elinor Ostrom. Donc voilà, ça c'était juste un balayage rapide de l'histoire en fait, pour vous montrer quelle était l'évolution de cette notion qui en fait est très très ancienne. Donc, c'est vrai que c'est un terme maintenant dont on entend de plus en plus parler. Il repose sur quoi quand même bon, selon certains sociologues, c'est le principe d'une action politique. Il va contre la notion de propriété privée. Donc ça, c'est bien, voilà. Mais ça veut dire que si c'est contre la propriété privée, ben c'est quoi? Ben c'est l'inappropriable et c'est sans doute ce qui est le plus compliqué en fait, à penser dans nos sociétés, qui repose depuis toujours sur le concept de la propriété. Alors, pas toutes les sociétés, hein, voilà, mais c'est quand même un socle, notamment dans les sociétés occidentales. Et c'est de vraiment travailler aussi la question de fédéralisme. Voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui, donc je vais très vite, hein, mais c'est pour vous donner des pistes de réflexion, mais pourquoi les communs aujourd'hui, ils prennent peut-être pas la place qu'ils pourraient prendre dans notre société? Ben, c'est que c'est des choses, des fois, qu'on ne voit pas. Enfin, l'air qu'on respire, ça se voit pas. L'eau, c'est tellement, aujourd'hui encore, tellement quotidien, quoi. C'est pas forcément quelque chose dont on s'aperçoit, voilà, à qui elle appartient, enfin, voilà. Ben, que bon, on est sur une base de marché capitaliste, en fait, très puissant. Que l'État, en fait, ce qui relève de l'État et du bien commun, en fait, mais est en fait pensé juridiquement comme public et pas forcément comme une notion de commun, c'est que oui, dans l'histoire, en plus, on a pu l'associer à la dictature communiste, en fait, voilà, de Russie, par exemple, où il y a cet imaginaire-là un peu derrière, que certains considèrent que l'être humain est par nature égoïste et que donc cette notion de partage d'une ressource n'est pas forcément génétiquement, on n'est pas génétiquement programmé pour ça, voilà. Et que ça repose un peu sur les institutions et pas forcément sur les individus. Donc on vous renvoie un article de reporter en fait qui a détaillé en fait, ça c'est le 6 points de l'article, mais qui détaille tout ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction sur cette notion de commun. Donc, on vous renvoie, je vous renvoie à deux ressources, je vous les mettrai, ils sont à la fin du PowerPoint, mais pour creuser ça, il y a donc la conférence gesticulée qui dure 1 heure, qu'on a fait au 40 ans de la DESPAT, de Bernard Brunet, qui est en ligne sur YouTube. Enfin, c'est pas celle de la DESPAT, mais une qu'il avait fait avant, et qui va détailler, donner plein d'exemples en fait autour de ça. Et puis, il y a un projet qui est mené par la 27e région
qui s'appelle Connecting the Commons, et voilà, qui a travaillé avec plusieurs pays d'Europe pour voir comment ces notions de propriété, de commun, y compris juridiquement, techniquement, étaient déclinées en Italie, en Belgique, voilà. Donc, autour d'espace public, de la ressource eau, enfin, il y a plusieurs étapes. Voilà, et donc, ce que maintenant je vous proposais, c'est de passer la parole à Héloïse Calvier de l'ADEME, puisque l'ADEME a appliqué cette notion de commun au principe des appels à projets, en fait. Ils se sont transformés en appels à commun, et donc elle va vous présenter ce qui a été fait à 2 reprises. Alors, juste en petit préalable, ça veut dire que ces appels à commun, là, aujourd'hui, sont clôturés ou en phase de clôture. Donc, il n'y a pas d'appel à projet en cours, mais ça me paraissait intéressant qu'elle vous présente à la fois la forme et le fond. Voilà, donc je laisse la parole à Héloïse. Elle n'a peut-être pas son micro. Oui, Ah, voilà. bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Donc oui, moi je suis à l'ADEME et je suis chargée d'innovation en fait sur les sujets de coopération. Et je m'occupe plus précisément de cet appel à commun que je vais donc vous présenter. Donc alors, je vais reprendre en mode grand écran. Normalement, vous voyez mon grand écran, mon slide en grand. Ouais, ok. Donc cet appel à commun a été conçu dans le cadre de la stratégie innovation de l'ADEME, et c'est un dispositif qui vise à favoriser la coopération entre les acteurs de la transition écologique pour innover plus rapidement face à l'urgence climatique. C'est pour cette année, donc pour l'année dernière, en 2023, on était en partenariat avec l'IGN également, l'Institut géographique national, et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc ça montre aussi que d'autres institutions s'intéressent beaucoup au potentiel des communs. Alors pourquoi finalement l'ADEME a décidé d'ajouter ce dispositif à ces modes d'intervention? Donc le constat, c'était que les appels à projets classiques voilà, que mène habituellement l'ADEME sont efficaces pour résoudre un problème précis, et ce qui en général permet de soutenir un acteur, ou en tout cas une poignée d'acteurs, pour développer une solution qui est très souvent aussi privée. Mais que voilà, dès qu'on passe sur des problématiques un petit peu plus complexes, et d'ailleurs c'est le cas de la transition écologique, ces appels à projets perdent en efficacité, et on va plutôt avoir besoin de favoriser la coopération plutôt que la compétition directe entre des acteurs hétérogènes, donc avec toutes les parties prenantes autour d'un sujet, pour aussi retraduire la complexité des points de vue, enfin la diversité des points de vue plutôt. Et donc voilà, ce qui va permettre de produire ensemble, donc en fédérant ces acteurs hétérogènes, un ensemble de solutions libres d'accès qui vont pouvoir se connecter entre elles pour résoudre donc ce problème complexe qui peut difficilement être résolu en fait par un seul acteur et une solution. Donc finalement, cet appel à commun répond à la question de comment créer des conditions favorables à la coopération. C'est ce que tente donc de faire l'appel à commun. Donc c'est un dispositif qui a été lancé pour la première fois en 2021. Il a été conçu par Gabriel Tassa, donc qui est ingénieur transport et innovation à l'ADEME. Et en fait, il s'est inspiré de son expérience dans la Fabrique des mobilités, qui est une association qui promeut les communs dans le monde de la mobilité pour limiter les gaz à effet de serre voilà, dans ce domaine-là, donc mobilité, transport. Et donc il a conçu cet appel à commun qui vise à soutenir des communs, mais de façon plus large. Les sujets d'application étaient sur les 2 années résilience des territoires et sobriété des territoires. Et donc les spécificités par rapport à d'autres appels à projets plus classiques, donc on en a 4, 2 qui sont sur le plan des critères d'éligibilité des projets qui sont retenus. Donc premièrement, les licences ouvertes. Tous les projets qui sont retenus doivent être en licence ouverte pour faciliter la réplication des projets et la réappropriation par d'autres acteurs, ce qui permet aussi d'améliorer en continu le projet.
Deuxième point très important, c'est voilà, à la lecture du projet, on doit sentir que les porteurs de projet sont, dans une posture collaborative. C'est-à-dire qu'ils ont une stratégie de communication assez robuste pour, aller, hem, élargir leur communauté, intégrer, les contributions, des utilisateurs de la ressource. Voilà, d'être, assez proactif, sur cette partie, communauté qui est, comme on l'a vu, l'un des piliers, des communs. Hem et après donc 2 autres spécificités qui sont plutôt, sur le plan organisationnel. Donc on fonctionne pas avec des outils numériques classiques, on fonctionne avec des outils collaboratifs, donc un wiki, pour documenter l'ensemble des candidatures, à l'appel à commun. Donc toutes ces candidatures sont publiques, ce qui permet aux porteurs d'aller et d'ailleurs ils sont encouragés à le faire, d'aller en fait, regarder quelles sont les autres candidatures sur des sujets, similaires ou complémentaires pour ensuite aller, échanger via le forum, et peut-être, établir des synergies, des mutualisations, entre les projets. Et donc dernière spécificité, donc en amont de l'appel à commun, on organise des ateliers qui visent à à inviter en fait tous les acteurs volontaires, des domaines d'application. Donc là, comme je le disais, c'était résilience et sobriété, pour travailler ensemble sur l'identification de défis prioritaires qui constituent en fait les champs de réponse prioritaires, donc en fait une dernière condition d'éligibilité, des projets. Donc d'ailleurs je vais passer, à ces défis-là, donc pour que ce soit un petit peu plus concret. Donc sur la droite, vous avez la liste des défis qui ont été retenus, pour l'édition 2023. Donc les 4 premiers sont assez transversaux, par exemple gouvernance, modèle économique, et les 6 derniers sont, plus thématiques, et sont en lien souvent avec, les services, thématiques donc de l'ADEME. Hem et donc voilà, pour être éligible à l'appel à commun, les porteurs de projets devaient adresser au moins, donc ça pouvait aussi se positionner sur plusieurs défis, mais au moins, l'un de ces défis. Hem et donc on voit à gauche une représentation des communs, enfin du nombre de communs sélectionnés, sur le nombre de communs candidats par défi. Donc voilà, on voit que tous les défis ont reçu des réponses, premièrement, et ont été soutenus aussi, par l'ADEME. Après donc voilà, du fait d'avoir ce cahier des charges qui est finalement assez peu restrictif, hem, c'est aussi, un challenge, en interne, parce qu'on voilà, on fonctionne quand même par service et direction thématique. Donc là, c'est un dispositif très transversal qui, a mobilisé quasiment l'entièreté des directions et services. Et donc voilà, sachant qu'on ne sait pas à l'avance, combien on va avoir de réponses dans chacun des défis, c'est difficile d'identifier en amont, de pré-identifier, les experts qui vont suivre, en tout cas les ressources humaines à mettre en face de chacun de ces défis-là. Et donc voilà, c'est un très bon moyen de travailler en transversalité, mais c'est aussi challengeant, d'un point de vue, organisationnel. Ce qui explique aussi, voilà le soutien un peu hétérogène, sur les différents défis. Alors, donc la proposition concrète, de l'appel à commun donc s'adresse déjà à tous les types d'acteurs, donc que ce soit des associations, des entreprises, des territoires, des laboratoires, des universités, à condition d'être structurés juridiquement. Donc les particuliers, ne sont pas invités à répondre à l'appel à commun. Hem, donc la proposition, c'est donc un soutien financier jusqu'à 70 des coûts total, du projet. Donc c'est des projets, qui vont de 10 000 à 100 000 € à peu près. Ensuite, il y a un accompagnement, pour développer le projet vraiment, sous forme de commun, enfin pour pousser au maximum la dimension communauté, la dimension gouvernance, et cetera. Donc là, c'est une équipe, spécialisée, qui est externe à l'ADEME et qui est missionnée exprès pour, l'appel à commun. Ensuite, bien sûr, aussi un accompagnement par les experts de l'ADEME, de l'IGN ou de la l'ANCT, voilà, sur les sujets, techniques, liés à la transition écologique. Et ensuite, cette proposition aussi de rejoindre, une communauté de porteurs, engagés. Donc on essaie d'avoir aussi une animation pour, continuer à mettre en réseau et à favoriser la coopération entre les porteurs. Alors, c'est vrai que dans l'introduction, on a vu pas mal de communs matériels. Pour autant, l'appel à commun a surtout exclusivement permis de soutenir, des communs, immatériels. Heu, on retrouve des communs qui sont numériques, enfin purement numériques, donc vous les voyez en rouge, sur le graphique, donc des plateformes, des logiciels, des cartographies.
mais aussi des communs voilà, dont le numérique n'est pas au cœur, mais qui restent immatériels, donc boîte à outils, jeux sérieux, gouvernance, formation. Alors, un exemple de cartographie qui a été soutenu dans cet appel à commun. Donc là, on est sur le sujet du rafraîchissement urbain où donc un consortium d'acteurs, donc un bureau d'études, un laboratoire de sciences humaines sociales et Toulouse Métropole se sont regroupés pour créer en fait enfin mettre à disposition des citoyens cet outil cartographique qui permet de répertorier les lieux enfin, qu'ils qualifient de refuges climatiques, donc qui vont offrir un certain confort thermique en période de forte chaleur. Donc cette, cette cartographie est alimentée par les citoyens, donc ils sont aidés quand même dans la caractérisation des refuges climatiques. Mais l'idée, en tout cas, c'est donc en période de canicule, de pouvoir créer des trames de fraîcheur et se déplacer donc plus facilement dans ces lieux vulnérables, enfin qui peuvent voilà, peser sur la santé des citoyens. Alors ensuite, deuxième exemple sur un commun donc qui permet de traiter la qualité et la quantité du traitement médiatique sur les enjeux écologiques. Donc là, en données d'entrée, on va avoir tout le volume audiovisuel français, donc produit voilà, par les médias qu'on connaît, qui vont rentrer dans un code. Et ce code va permettre d'analyser avec tout un nombre de critères donc la qualité et la quantité du traitement médiatique. Donc par exemple, on va avoir la représentation enfin, comme critère, la représentation des experts scientifiques sur des sujets environnementaux. A contrario aussi, ce qui va au contraire apporter un malus dans la notation, la représentation des, des invités climato-sceptiques sur des sujets liés à l'environnement. Il va aussi y avoir le sujet de la dissonance cognitive qui va être traité. Donc, par exemple, c'est une publicité, une coupure pub dans une émission qui a plutôt à viser de sensibiliser à l'environnement. Si la coupure pub va au contraire pousser à l'achat de produits polluants, bon là on va avoir cet effet de dissonance et donc ça va être aussi pris en compte par l'algorithme. Donc voilà, tout ça pour rendre accessible cette donnée sur la qualité et la quantité du traitement médiatique sur ces sujets et permettre aux citoyens et au pouvoir public de s'en saisir pour venir challenger les médias français sur le traitement de ce sujet-là. Bon alors là, c'est une ressource que je trouve intéressante, mais je pense que j'ai pas regardé le temps. Il doit plus me rester grand-chose. Donc voilà, bon, je vous inviterai juste à Il aller. y a encore 5 minutes, vas-y, encore, Héloïse, tu peux prendre 5 minutes encore. Ok. Donc voilà, c'est une ressource qui permet de visualiser un petit peu l'écosystème qui s'est formé autour de l'appel à commun. Donc avec des liens entre les acteurs en orange, les communs en vert et les individus en jaune. Donc voilà, c'est un outil qui était assez intéressant pour pouvoir se positionner dans l'écosystème et voir les liens qu'on pouvait avoir avec les autres communs et éventuellement quels étaient les acteurs à contacter pour voilà, et naviguer comme ça de proche en proche dans l'écosystème. Donc ça, c'est des ressources que vous pouvez aller voir. Et d'ailleurs, tous les communs sélectionnés aussi, vous pouvez aller les découvrir donc sur le wiki Résilience des territoires qui, en une recherche, se trouve très facilement. Normalement, le wiki a l'avantage d'être bien référencé. Hop, alors en fait, je voulais revenir sur les retours sur investissement qui ont été identifiés par les porteurs de communs. Donc déjà, le fait de s'acculturer au commun, pour certains, c'était nouveau et ça leur a permis de repenser aussi parfois leur stratégie en incluant davantage la production de ressources, en tout cas le fait de travailler en commun avec d'autres acteurs de l'écosystème. Donc forcément aussi un réseau de nouvelles collaborations. C'était notamment le but de l'appel à commun. Le fait de visibiliser son projet aussi, qui est rendu public sur le wiki. Voilà et forcément l'accès à des financements et ce qui a été noté aussi, c'est que le seuil de l'appel à commun est relativement bas. Les premiers projets peuvent être financés, peuvent avoir une aide autour de 10 000 €. Donc voilà,
ça reste plus accessible que la plupart des appels à projets de l'ADEME. Et donc là, je peux vous lire le témoignage d'un porteur de commun, donc qui dit que la publicisation de ma proposition de commun sur le wiki m'a permis de rencontrer de nombreuses personnes travaillant dans le même sens et souhaitant contribuer au projet. Hop, et ensuite, j'avais noté des retours sur investissement aussi soulevés par l'ADEME. Donc, déjà, donc, l'ADEME a choisi de travailler sur les communs dans le cadre de la stratégie innovation, puisque c'est aussi un moyen d'éviter de faire peser le risque, enfin, en tout cas, d'explorer des sujets incertains de façon moins risquée, puisque voilà, comme on est sur un consortium d'acteurs, on ne fait pas peser le risque sur une seule personne. Et ce qui permet aussi, finalement, si le consortium périclite quand même, voilà, parce que ça reste risqué d'explorer des sujets qui vont après apporter de l'innovation, on va pouvoir quand même récupérer tout un set de données grâce aux licences ouvertes. Donc ça vient quand même enrichir la connaissance générale du sujet, même si le sujet ne va pas au bout. Donc les prochaines personnes, enfin les prochains groupes projets qui voudra se lancer sur ce sujet ne repartira pas de zéro et aura les données disponibles fournies par le précédent projet. Oui. Voilà, principalement pour les retours sur investissement. Donc, et après, donc, je voulais juste vous informer que donc, on travaille sur une formation e-learning sur les communs, donc à destination en premier lieu des experts de l'ADEME pour voilà, monter en compétences et évaluer, accompagner plus facilement les projets de communs. Mais c'est une formation qu'on souhaite ensuite ouvrir à l'externe. Donc voilà, ce sera disponible normalement début 2025 pour ceux que ça intéresse. Voilà, et je vais pas trop m'appesantir sur le reste. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Héloïse. Je ne sais pas, avant de passer à Clara, est-ce qu'il y a des questions? Christelle, Anna, Panché? Non, pas de questions particulières de mon côté en tout cas, mais merci de l'intervention. Merci de la présentation. Moi, en question, c'est un budget de combien et combien de candidats? Parce que j'ai lu les chiffres, mais voilà, juste. Et quand est-ce qu'est prévu le prochain appel à projet? Alors, c'est un budget de 1,7 million pour 2023 et il y a eu une centaine de candidats pour environ une trentaine de projets retenus. Et le prochain appel à commun, normalement, sera lancé mi-2025. J'avais une petite question, Héloïse. Tu as dit, dans plutôt la première partie de ta présentation, que la partie sensibiliser vos lauréats au commun était sous-traitée en externe, hein, j'imagine à des consultants. Mais comment vous leur avez appris à faire commun, en fait? Et comment ça s'est traduit? C'est par des séances de travail en commun? Enfin, voilà, comment est-ce que tu le sais? Alors, l'accompagnement, il était surtout sur le projet une fois qu'il était soutenu par l'ADEME. Donc, il y avait une animation en amont, mais disons que l'accompagnement réellement par cette équipe-là était concentré sur le projet lauréat. Et donc, en général, il y avait déjà un écosystème autour du commun. Donc, ce qui a pu être travaillé avec les experts pour faciliter cette coopération, bah, c'est la gouvernance pour pouvoir intégrer plus facilement de nouveaux contributeurs. Et aussi une stratégie de communication qui a pu être renforcée avec ces experts-là pour élargir la communauté. Mais après, c'est vrai que pour mettre en commun parmi les porteurs candidats à l'appel à commun, ce qui a surtout été organisé, bah, c'est des ateliers sur chacun des défis pour voilà, que chacun puisse pitcher son projet et voir bah, les besoins et les atouts éventuellement à mettre au pot commun pour créer du lien comme ça. Mais voilà principalement comment ça s'est déroulé. Très bien, ben, merci beaucoup. Ben, on va continuer à rentrer dans encore plus concret. Donc, Clara de Mobicop est une des lauréates de l'appel à commun de l'ADEME.
et c'est une voisine, puisqu'elle est sur le Tarn-et-Garonne. Et voilà, donc elle va nous présenter un petit peu concrètement comment ça s'est passé pour elle. Alors, Clara, j'avais intégré ton PowerPoint, je le partage ou tu veux le faire de ton côté? Je vais peut-être le faire parce que si ça se trouve, j'ai continué à y travailler un petit peu à la dernière minute, donc il y a des petits trucs qui peuvent avoir changé à la marge, alors je vais partager mon écran, merci. Vas-y, je pense que c'est possible. Oui, c'est bon, j'ai l'option. Est-ce que, enfin, c'est le temps que ça charge, mais est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, c'est Clara Beaumont, je suis chargée de projet au sein de la coopérative Mobicoop. Et en fait, je pilote un projet qui s'appelle Coloc-Auto, qui est un projet d'autopartage entre particuliers que je vais présenter. Et à ce titre-là, en fait, ce projet, il a émergé et il existe vraiment grâce à l'appel à commun que vient de présenter Héloïse, parce qu'on a été lauréat de ce projet en 2022, de cet appel à projet en 2022, et c'est ça qui nous a permis de lancer la dynamique. Mais pour dire peut-être en introduction 2 mots sur Mobicoop, parce que je ne sais pas si les participants et participantes ici nous connaissent. On est une coopérative, donc une entreprise coopérative en fait, qui existe depuis 2018. Et c'est vrai qu'on est voisins, parce qu'on est basé, nous, à Castelsarrasin, voilà, donc en Occitanie. La coopérative, c'est une grosse structure, hein, elle emploie plus de 30 salariés. On travaille sur différents sujets de mobilité partagée, donc pas que l'autopartage entre particuliers. En fait, Coloc-Auto, c'est un projet expérimental et un peu en marge de ce que fait la coopérative. On travaille sur le développement de plateformes de covoiturage, de plateformes aussi d'auto-stop organisées et d'outils pour la mobilité solidaire, donc notamment la mobilité des seniors. Et la particularité de Mobicoop, c'est du coup de proposer toutes ces solutions en logiciel libre et sans commission pour les utilisateurs. Donc, voilà. Moi, j'ai rejoint la coopérative vraiment pour développer Coloc-Auto, qui est du coup un projet qui s'inscrit dans les mêmes, voilà, la même philosophie en fait de logiciel libre et de commun. Donc, on va plonger dans le sujet vraiment concrètement là pour le coup. Nous, pourquoi on a choisi de travailler sur le sujet de l'autopartage en mode commun? Exactement pour les raisons qui ont été mentionnées un petit peu dans les propos introductifs, c'est-à-dire que pour nous, la transition et la transition dans le domaine des mobilités en particulier, c'est un sujet pressant parce que, voilà, on le sait aujourd'hui, le secteur des transports, il est responsable d'une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre. Et dans cette part de 30% à peu près d'émissions de GES, c'est la voiture individuelle, le transport individuel qui pèse le plus lourd. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut agir vite, mais sur lequel il faut aussi apporter une multitude de réponses. En fait, il n'y a pas un seul outil qui est pertinent. Il y a plusieurs aspects à aborder pour pouvoir proposer une réponse concrète à cet enjeu-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler dans un mode un peu collaboratif avec d'autres acteurs, avec d'autres projets, et de se dire, voilà, on propose quelque chose qui fait partie d'un commun plus grand et on travaille dans un cadre de collaboration avec des porteurs de projets qui travaillent sur du changement de comportement, sur d'autres sujets, sur de la mobilité douce et active. Et donc, c'est ça qui nous a, nous, pas mal interpellés quand on a commencé à se poser la question de comment concrétiser Coloc-Auto. Donc concrètement, Coloc-Auto, c'est quoi? C'est un projet en fait pour aider des groupes de citoyens et citoyennes qui vivent particulièrement en milieu rural à mettre en commun leur voiture en fait. Donc c'est vraiment un projet qui repose sur l'organisation de petits collectifs de voisins-voisines qui veulent mettre en commun leur voiture. Et l'idée du projet, c'est vraiment de se dire, nous, on est convaincus que c'est par cet échelon micro-local et par le développement de la capacité d'agir un peu citoyenne qu'on va pouvoir activer un levier important en matière de transition socio-écologique et que le fait d'activer cette réflexion-là à l'échelle du voisinage, ça permet aussi de remettre en question nos habitudes de mobilité, nos habitudes de consommation et qu'en fait, on crée une petite étincelle qui peut avoir un impact finalement bien plus large que celui juste de la mobilité partagée et de l'autopartage. Et on souhaite développer le projet dans une culture de coopération entre acteurs, comme je l'expliquais. Et pour ça, c'est sûr que le cadre posé par l'appel à commun,
toutes les ressources qui ont été créées là-dedans nous ont beaucoup aidé en fait à rencontrer aussi d'autres acteurs pertinents. Aujourd'hui, du coup, le projet, en fait, il revêt un petit peu deux aspects. On a donc notre projet Colloque Auto, qui est un projet à part entière avec des outils à destination des citoyens et des citoyennes qui existent, qui est maintenu par Mobicoop. C'est à la fois, je vais le décrire juste après, mais un outil numérique qui permet au groupe de s'organiser, des ressources métiers. Typiquement, on a travaillé avec un assureur pour fournir un produit d'assurance qui soit adapté à la pratique de l'autopartage. Mais voilà, donc c'est un commun qu'on appellerait un commun de projet un peu, qui est déjà en place, utilisé par des groupes de citoyens et citoyennes et qui fait son chemin. Et on a du coup dans cette dynamique de commun aussi voulu lancer plus un commun de ressources et de méthodes qui s'appelle du coup les clés de l'autopartage entre particuliers et qui fait aussi l'objet du soutien de l'ADEME dans l'appel à commun le plus récent. Et je trouve ça intéressant de présenter les deux parce qu'en fait, pour nous, les deux sujets sont très imbriqués et on a vraiment travaillé, nous, sur un prototype de projet avec Colloque Auto qui finalement nous a fait rencontrer plein d'acteurs, donc une association d'écomobilité dans la Drôme, un laboratoire de recherche. Et en fait, ça a fait naître un questionnement qui était plus large, qui était de se dire, pour tous les gens qui souhaitent un peu se lancer dans l'autopartage, souvent ils le font, mais c'est très informel, il n'y a pas forcément les ressources nécessaires, on ne sait pas quelles questions poser à son assureur, on ne sait pas trop comment se répartir les coûts de la voiture, on manque de méthodologie, et du coup est venue l'idée de créer un commun plus de connaissances partagées autour de l'autopartage entre particuliers. Donc ça, c'est un projet qui se lance, qui est un peu distinct de Colloque Auto, qui est aussi un commun et qui est actuellement au démarrage. Pour vous présenter et vous parler un petit peu plus de l'historique, Colloque Auto, pourquoi on a considéré aussi que c'était un commun? Parce qu'on l'a construit en fait sur le socle d'une expérience qui a eu lieu au Canada, au Québec plus précisément. Et en fait, on a beaucoup collaboré avec une association là-bas qui s'appelle Solon et qui a mis en place en fait tout un système permettant à des communautés locales, donc des voisinages, puisque c'est plutôt dans un contexte urbain, de se partager des voitures. Et avec Mobicoop et cette association Solon, on a vraiment conçu ensemble au départ le projet Colloque Auto. On a réutilisé énormément d'éléments de ce projet québécois, et notamment la plateforme numérique qui était en logiciel libre et qu'on a récupéré pour l'adapter au contexte français, au contexte rural. Forcément, il y avait des choses à faire évoluer. Et donc, on a co-construit un peu le projet avec cet acteur-là. Et ils sont présents dans la gouvernance du projet actuellement. Ils continuent, eux, à développer de leur côté locomotion, se nourrissent de certaines briques méthodologiques que nous, on peut créer dans le cadre de Colloque Auto. Et voilà, donc on est vraiment dans cette logique de co-construction-là. Et d'ailleurs, même les ressources, au-delà du logiciel, les ressources graphiques qui avaient été créées pour ce projet initialement au Québec, on les réemploie. Enfin, vous allez voir qu'il y a plein de similitudes en fait entre le projet québécois et ce que nous, on a créé en France. Parce que ça vient du même écosystème, et on continue encore à essayer d'identifier comment les deux projets peuvent se nourrir l'un l'autre pour le consolider, pour le pérenniser. Puis ça nous a permis aussi de mettre en commun les ressources, notamment de développement web, qui coûtent très cher au démarrage des projets. Donc ça a des implications vraiment concrètes dans la réalisation des projets, le fait de travailler dans une logique de commun. Et donc Colloque Auto, je vous en parlais. Vous allez du coup voir un peu à l'écran ce que c'est. C'est une application, c'est une plateforme numérique en fait qui existe sur navigateur, donc elle est adaptée aux ordinateurs et aux téléphones, mais c'est aussi des ressources d'assurance, comme je l'expliquais, avec une assurance dédiée et un parcours d'accompagnement qu'on peut fournir aux groupes qui sont intéressés pour démarrer cette pratique d'autopartage entre particuliers. Je lance une petite vidéo très rapide, mais l'idée c'est de vous montrer à quoi ressemble l'outil qu'on a pu créer du coup dans le cadre de l'appel à commun. Donc c'est en fait un espace en ligne qui permet à un groupe de voisins de regarder un planning avec les disponibilités des véhicules qui sont partagés dans le groupe. Ils peuvent réserver directement depuis l'interface.
Et voilà, c'est vraiment un outil qui est dédié à la simplification, en gros, du partage entre voisins-voisines pour facilement savoir quand est-ce que je peux réserver le véhicule, combien je vais devoir au voisin qui est propriétaire du véhicule partagé. Et puis, ça permet de suivre un petit peu toute la comptabilité qui est liée à ça, qui est souvent un peu fastidieuse quand on se lance dans l'autopartage sans outils, parce que bah, voilà, on le fait via des carnets de bord, via du papier, mais c'est pas toujours le plus évident. Donc là, nous, on a travaillé sur cet outil-là pour simplifier un peu le suivi. Et c'est donc un outil qui est en logiciel libre, qui est publié sur une forge et auquel tout le monde peut avoir accès. Mais nous, on le maintient et on le propose du coup à des groupes de citoyens et citoyennes. Ouais, voilà, je le laisse un peu dérouler, mais on pourra y revenir de toute façon s'il y a des questions, mais je trouvais ça intéressant de juste montrer un peu où on en était. C'est un projet qui est encore en construction. Hein. Pour l'instant, c'est des fonctionnalités assez basiques, mais l'objectif, c'est de continuer à le perfectionner et à le diffuser pour qu'il soit utilisé par le nombre le plus large possible de personnes. Actuellement, du coup, Coloc Auto, on a surtout mené une période d'expérimentation en fait, qui a duré 6 mois, qui a été financée dans le cadre de l'appel à commun. Ça nous a permis de tester l'outil et le dispositif d'accompagnement en conditions réelles auprès de 10 groupes, un peu partout en France, mais toujours en milieu rural. Donc avec une cinquantaine de participants et de participantes qui se sont partagés 22 véhicules, des véhicules de différents types, voilà, beaucoup de véhicules de tourisme traditionnels, mais aussi des véhicules électriques et des utilitaires qui sont souvent demandés aussi en autopartage par les communautés. Donc il y a eu à peu près 354 emprunts réalisés entre mai 2023 et octobre 2023 et à peu près un peu moins de 30 000 km roulés avec tous les véhicules mis en commun sur la plateforme. Voilà, donc aujourd'hui, il y a plus de communautés, le projet continue, on est sorti de cette phase d'expérimentation et on continue d'accompagner des citoyens qui nous sollicitent, qui entendent parler du projet via différents canaux, mais on développe aussi une approche plus de territoire et donc on tisse des partenariats avec des développeurs de projets locaux, des associations, des territoires pour fournir un peu un outil à destination d'acteurs qui, eux, sont implantés et peuvent animer même des communautés d'autopartage localement. Donc ça, c'est plus nouveau, mais on est en train de développer cette modalité de projet-là aussi. Et dans ce cas-là, encore, on revient pas mal à la notion de commun, puisque c'est des acteurs associatifs des territoires qui peuvent utiliser les ressources qui sont mises à disposition dans le cadre de Coloc Auto, y contribuer par leur retour d'expérience, leur utilisation, et qui sont impliqués dans la gouvernance du projet, les choix structurants qu'on fait, notamment les choix d'évolution technique sur l'outil, pour vraiment essayer de gérer cette ressource de Coloc Auto comme un commun ensemble. Je termine par un mot sur le projet des clés de l'autopartage. J'essaye de laisser le temps aussi aux questions. Les clés d'autopartage, c'est un projet qui est beaucoup plus récent, mais donc j'en ai un peu parlé. L'idée, c'est de rassembler tous les acteurs qui travaillent sur le partage de voitures, le partage de véhicules, pas forcément qu'entre voisins, mais voilà, d'avoir une communauté un peu d'autopartage entre particuliers qui se crée pour surtout documenter les impacts de la pratique et faire peser un peu ce levier de mobilité qu'on ne connaît pas très bien, l'autopartage entre particuliers, qui reste encore informel et peu connu, donc qui n'est pas forcément toujours pris en compte aussi par les territoires et par les politiques publiques dans ce qu'on peut encourager comme pratique un peu de transition, notamment dans des milieux où il n'y a pas d'autres infrastructures de transport. Donc on essaye de à la fois créer ce réseau, faire en sorte que ce soit un groupe de plaidoyer pour aller voir certains acteurs, notamment les assureurs qui aujourd'hui mériteraient d'évoluer un peu sur cette question du prêt de volant entre particuliers et puis adapter un peu leurs produits. Donc voilà, c'est un commun vraiment de filière où on essaye de structurer à un niveau national un peu les besoins des usagers sur l'autopartage entre particuliers. Et pour ça, on va à la fois créer une communauté en ligne avec un outil de messagerie, on ne sait pas encore, mais sûrement Discord, pour partager de la veille, partager de l'info sur les projets en cours dans toute la France, et puis mettre sur pied un cycle de webinaires dédié à l'autopartage entre particuliers qui démarrera en septembre à destination du grand public, des territoires,
et qui sera terminé, qui sera clos par une journée en présentiel, journée nationale d'autopartage entre particuliers. Voilà, on n'a pas encore plus de détails, mais c'est un projet qui est en train de se mettre sur pied. Et voilà, j'en ai terminé. Je vais arrêter mon partage d'écran pour peut-être prendre vos questions s'il y en a. Merci beaucoup, Clara. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai. Moi, j'ai toujours des questions, en fait, mais j'attends de voir si les autres participants en ont. Comment se gère, en fait, tu as cité l'exemple avec le Canada de partage de ressources, puisqu'ils ont mis à disposition le développement numérique, voilà. Ce qui est super. On pourrait penser que certains disent, mais en fait, nous, on a payé de ce développement numérique, on le met à disposition. Alors, bien sûr, moi, je vois bien l'intérêt, c'est-à-dire que toute dépense, vous pouvez renvoyer la balle, enfin, je ne sais pas, mais est-ce que c'est une question qui se... Alors, j'imagine que c'est déjà un petit peu averti, donc mais est-ce que, voilà, c'est quand même une question qui se pose, qui a été formalisée. Effectivement, c'est vrai que donc, cette association est déjà très très sensible à tous ces enjeux de commun. Donc l'application a été dès le départ avec une licence très ouverte en fait sur le code. Donc eux, ils avaient fait le choix de l'ouvrir avant même qu'on commence à créer ce projet Coloc Auto. Mais néanmoins, et je pense que c'est justement l'appel à commun qui nous a aussi beaucoup aidé à quantifier en fait l'apport que ça représentait de la part de Solon de mettre à disposition le code source applicatif, et ça nous a permis de vraiment mesurer et savoir en connaissance de cause qui avait apporté quoi et ce à quoi on s'engageait, parce que du coup on a répondu à cet appel à projet en consortium avec l'association québécoise Solon et Mobicoop, et donc on a bénéficié les deux structures de subventions pour pouvoir mener à bien ce projet ensemble. Voilà. Et donc, ça nous a permis de valoriser aussi Solon et ce qui avait été réalisé par l'association, quoi. Et c'est pas mal parce que ça permet vraiment de retracer, de ne pas passer sous silence ou d'oublier tout ce que l'acteur a pu créer pour vraiment bien verbaliser et suivre ce qui a été fait et ce qu'on s'engage à faire ensemble, quoi. Donc, nous, on a travaillé de cette manière-là. Estelle? C'est un projet intéressant. Enfin, nous, on le voit. Enfin, moi, je suis plutôt sur tout ce qui va être foncier agricole et alimentation. Donc, c'est vrai que sur le versant alimentation, nous, on a des structures qui travaillent sur, j'allais dire, une sorte de blablacar, voilà, lié à l'alimentaire. Donc, je ne sais pas si vous avez de l'expérimentation là-dedans, parce que je sens que c'est plutôt lié aux particuliers ou à des démarches entre particuliers. Je trouve que le versant territoires ruraux, c'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que tout ce qui relève de l'échange de voitures ou sur des lieux urbains, c'est facilité, on va dire, parce que déjà, il y a du transport, et que c'est beaucoup plus compliqué en termes voilà, de mobilité sur des territoires ruraux. Une question aussi, enfin, en tout cas, moi, j'avais une question par rapport au choix de figer ça sur de l'automobile. Pourquoi pas d'autres types d'outils, justement vélo, etc. Voilà. Merci, merci pour les questions. C'est une question très, très importante, effectivement, j'en ai pas parlé. Le projet québécois, il n'est pas figé que sur des voitures, justement. Il y a aussi des vélos cargo, des remorques à vélo. Nous, on a choisi d'aborder la question de l'autopartage entre particuliers via la voiture dans un premier temps, parce que simplement, en fait, on voulait pouvoir tester facilement en fait les pratiques de partage de mobilité, et donc on a choisi la voiture parce qu'on ne pouvait pas mettre en place une flotte de vélos partagés, de vélos cargo, etc. Ça nécessite après de vérifier qu'ils sont mis en partage sur l'espace public, leur maintenance, etc. Et donc nous, dans un premier temps, ça nous semblait complexe tant qu'on n'avait pas identifié des partenaires locaux avec lesquels se pencher sur ces mobilités un peu alternatives au-delà de la voiture. Mais c'est quelque chose qui est un peu à l'étude, et notamment là, je travaille avec le parc des Grands Causses sur une expérimentation sur leur territoire. Et c'est vrai que je sais qu'il y a l'association Invidé qui travaille sur la question des véhicules légers intermédiaires. Voilà, c'est très spécifique, mais c'est des petits véhicules
à mi-chemin entre le quadriroue électrique et le vélo électrique, quoi. Et on se dit, ça pourrait être intéressant, grâce à la présence d'acteurs locaux, de mettre ce type de véhicule en partage, à côté peut-être de voitures plus traditionnelles, dans des groupes d'autopartage entre voisins, quoi. Donc, ouais, c'est une option qu'on étudie et moi, je trouve ça super pertinent et intéressant. Et après, sur la première question, je l'ai perdue, je suis désolée. C'était par rapport au public. Vous visez les particuliers? Est-ce que vous visez à terme les entreprises? Moi, je pensais Ah oui. sur le versant alimentaire, notamment à 2 opérateurs qui travaillent la mise en relation de livraison. Voilà. Je ne cite pas, mais voilà. Voir s'il y a ce versant-là qui va être travaillé. Bon, sachant que là, on est plutôt sur un versant oui, de covoiturage, mais sur, par exemple, sur de la livraison de produits. Moi qui travaille surtout sur l'approvisionnement local, on sait que le dernier kilomètre en termes de logistique, c'est aussi le plus cher et le plus compliqué à mettre en place. Donc voilà, je posais la question en tout cas par rapport à de la collaboration entre entreprises, voilà, et le type de public visé. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est donc les particuliers. On n'a pas encore abordé la question du partage de véhicules de flotte d'entreprise pour des raisons qui sont à la fois des raisons assurantielles, parce que c'est un usage qui est un peu compliqué, l'assurance de véhicules professionnels pour des usages personnels par les salariés. Voilà, on se renseigne dessus, mais pour l'instant, on n'a pas de cas d'usage concrètement de flotte privée d'entreprises partagées. Par contre, on travaille pas mal l'axe associatif, notamment des associations qui ont un ou plusieurs véhicules et qui souhaitent, en fait, en dehors des usages qui sont faits par l'association, pouvoir le laisser à disposition de leurs adhérents pour des trajets personnels. Ça, c'est un truc qu'on observe beaucoup dans les clubs sportifs, en milieu rural, en fait, c'est un cas fréquent. Donc, on essaie de fournir un accompagnement adapté. En tout cas, l'outil le permet, quoi, de gérer justement cette multitude d'usages du même véhicule, de bloquer des plages de temps sur lesquelles l'association s'en sert et des plages auxquelles on peut le réserver. Les questions, c'est toujours celle de l'assurance, bien sûr, parce que en général, quand on est une association en milieu rural, on n'a pas 50 véhicules, quoi. On a un minibus et en fait, ça ne rentre pas dans les critères des assureurs en termes de taille de flotte qui pourraient assurer. Donc, on a essayé de mettre en place un produit qui nous rend un peu l'intermédiaire de l'assureur et nous permet à nous de constituer une flotte un peu fictive avec différents véhicules de différents groupes qui, eux, ne se connaissent pas entre eux, mais en tout cas, ils arrivent sous la bannière Coloc Auto. Et du coup, on atteint des volumes suffisants pour aller voir l'assureur, qui en l'occurrence nous est la Massif, et demander un contrat qui couvre ces usages-là. Mais c'est encore expérimental, on n'a pas encore de véhicules qui sont couverts dans ce cadre-là, mais on y travaille, là, on est en lien direct avec la Massif pour concrétiser ça là, dans l'année à venir, parce qu'on voit que c'est un vrai besoin, quoi. Merci. Merci beaucoup, ouais, c'est super intéressant. On est voisins, mais moi je connaissais ce que disait Clara, je connaissais le début de Mobicop, mais je savais pas, je connaissais pas tous ces volets-là. Et ça illustre vraiment bien la thématique de commun. Donc voilà, écoutez, je vous propose, Lucien, qu'on clôture ce webinaire. Merci beaucoup vraiment à nos deux intervenantes. Je vais faire en sorte que ce webinaire trouve l'écho qu'il aurait dû avoir, voilà. Mais vraiment, Du coup, Audrey, on fait une spéciale dédicace à Christelle, du coup. Ah oui, merci Christelle. Voilà, vraiment. Et puis, écoutez, voilà, je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, au revoir. Au revoir.